un des associés de Belleville avec, vous voyez, Adrien. Belleville, c'est Sébastien, pour ceux qui ne connaissent pas. Il peut changer son. Si tu peux peut-être changer ton nom ici. Alors, je ne sais pas qui, peut-être si vous pouvez rapidement, je vois les noms hein, des gens que je connais, des fois je ne connais pas trop. Alex, il y a aussi donc Alex et Adrien là, qui sont les deux associés voilà, de Belleville. Peut-être en 10 secondes, là, rapidos, si pourriez vous présenter, ça pourrait être cool. Bonjour à tous, ouais, salut à tous. Merci beaucoup de nous suivre là sur Café Belleville, hein. Donc, on est très heureux de vous avoir. C'est un petit moment qu'on prend tous les mois pour échanger, pour vous présenter nos projets, nos partenaires et nos réflexions. Donc, très heureux d'être là avec tout le monde. Alex, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Ouais, je suis dans le métro, j'arrive au bureau là, donc je vous laisse. Mais bonjour à tous et je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont là. Bon, il est dans le métro. Qu'on connaît et qui, voilà. Jérém, vas-y, démarre. Bon, nickel. Alors, on se dit, on se donne peut-être 20 minutes où on présente, 25 minutes en fait, où on présente des docs un peu en vrac. Et en fait, dans l'idée, c'est de poser 2-3 chiffres. Et après, on va vous montrer deux tableurs Excel en fait, qui sont un peu des exemples de projets immobiliers qu'on a en cours. Donc un sur Anvie et un à Toulouse. Et voilà, avec les réflexions un peu qu'on a. Et puis après, on discute, bien sûr, on essaie d'échanger, parce que je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous aussi qui ont sûrement des choses à apporter. Et puis ça, on se donne donc jusqu'à 19h, 19h10. Et puis après, peut-être on pourrait être disponible pour échanger sur ce qui concerne Belleville en général, si vous avez des questions, des allers-retours, des remarques à faire. Donc voilà, allez, je vais partager mon écran. Hop. Les documents sont absolument pas, tout est en travail, hein, donc c'est même pas vérifié par plein de gens. Là, des fois, c'est des choses qu'on a poussées. On est comme ça à l'arrache, hein, vous comprenez tous. Hein, et puis d'ailleurs, on les corrigera suite à vos remarques ou même à nos remarques qu'on se fera entre nous parce que c'est faux. Juste là, nous, quand on regarde rapidement un projet immobilier, à gauche, vous avez la colonne immobilier, à droite, la colonne d'exploitation. L'immobilier, c'est quoi? C'est d'abord un montage programmatique. Une programmation, c'est voilà, comment est-ce qu'on fait du logement, du commerce, quel type de commerce, voilà, c'est un montage technique aussi, quels travaux. Et puis il y a toujours des enjeux juridiques assez forts. Donc ça, c'est du temps passé. Voilà. Après, il y a un gros sujet financier, montages financiers avec des ratios fonds propres, dettes, comment est-ce qu'on va chercher les fonds propres. Est-ce qu'on a des crédits d'impôt de nos apporteurs, voilà, la durée du prêt bancaire, enfin tout ça, c'est une vraie ingénierie. Est-ce qu'on essaie de ne pas revendre nous nos projets parce que c'est à long terme qu'on a de l'impact, mais en fait vous allez voir que c'est hyper important de pouvoir aussi revendre les projets, sinon ça ne tient pas. Et donc voilà, donc il y a une ingénierie financière et enfin il y a le modèle économique propre de l'opération, voilà, le prix d'achat, les loyers, est-ce qu'on arrive avec des subventions aussi à couvrir, on va dire, les frais de l'opération. Ça, c'est le travail un peu immobilier. Et après, on a aussi il y a un gros travail aussi du côté de l'exploitant qui doit être fait et qui crée lui aussi de la valeur. Pour simplifier, pour moi personnellement, et ça peut être hyper critiqué par plein de gens, mais pour moi, je vois trois valeurs d'usage, trois valeurs dans un projet immobilier. Un, la valeur d'usage, donc c'est celle qui est dégagée par l'exploitant, c'est celui qui anime le lieu, qui paye un loyer. Le loyer, c'est la seule ressource qui rentre dans le moteur. C'est voilà, dans un compte de résultat, le seul plus, c'est le loyer, donc c'est lui qui l'amène. Et quand il est pérenne et qu'il ne bouge pas, qu'il n'y a pas de turnover et qu'il n'a pas de défaut de paiement, c'est hyper important. Et en plus, il peut contribuer au projet global, il peut donner de la valeur immobilière au projet. Lui, ce qu'il attend, c'est un loyer qui est adapté à son exploitation et éventuellement une baisse de son loyer, ou au moins une maintien de son loyer, mais que ça soit adapté à son exploitation. Ensuite, vous avez la valeur immobilière, qui est voilà, l'autre valeur, on va dire. C'est celle qui est générée par le promoteur, par la foncière, un peu par, en tout cas, Belleville. Il y a une ingénierie financière, une ingénierie immobilière. Donc ça, c'est moi, maîtrise d'ouvrage, qui pilote aussi des travaux avec de la maîtrise d'œuvre.
Et puis, il est capable de détecter un bien, de faire le tri entre un bien immobilier de qualité ou pas. Et lui, ce qu'il attend, en fait, c'est des honoraires et une rémunération de ses fonds propres. Dans tous les cas, la foncière, il y a un métier d'aller chercher des fonds propres qu'il faut rémunérer. Et enfin, alors, moi, j'appelle ça la valeur foncière, on va dire, qui pour moi, en fait, n'est pas une valeur qui est issue du promoteur ou de la foncière, ni de l'exploitant. En fait, c'est un emplacement, c'est un bâtiment qu'il n'a pas forcément construit à la base. C'est des espaces publics. C'est même et pour moi, j'appellerais ça un commun. Et donc, un des enjeux, y compris pour nous, c'est que qu'il n'y ait pas trop de spéculation finalement sur ce commun qui n'est pas qui est une valeur. En fait, on voit bien que à Paris, un foncier coûte très très cher, plusieurs milliers d'euros au mètre carré, au-delà du bâti. Et c'est une valeur qui est pas forcément appropriable de notre point de vue. Donc voilà, en tout cas, un des enjeux, c'est qu'elle ne soit pas capturée par soit le promoteur, ni, on va dire, l'exploitant, j'ai presque envie de dire. Et une manière, entre guillemets, de libérer cette valeur foncière, c'est de générer des plus-values de cession qui soient bien au-delà, on va dire, ou au-delà de l'inflation, ou alors de percevoir des loyers sur un temps très long. À un moment donné, en fait, si on se projette sur 40 ans, on perçoit une valeur très très importante qui est de mon point de vue un peu déséquilibrée. Donc c'est là-dessus où il y a des gros débats politiques, etc. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand il y a un travail c'est normal de rémunérer ce travail immobilier, et c'est normal de rémunérer, on va dire, les fonds propres nécessaires ou même les fonds apportés par la banque nécessaires au projet. Un autre exemple, une autre manière de le dire, en gros, vous voyez que le foncier, on peut décorréler, on va dire, sur le foncier, on peut limiter la lucrativité du foncier, notamment via des baux amphithéotiques ou des BRS, un bail réel solidaire. Voilà, les community land trust, les CLT travaillent sur ça, c'est-à-dire par des mécanismes où on loue en fait le foncier à quelqu'un, donc qui est de l'ordre d'un organisme d'intérêt général. Et donc, voilà, il y a une manière de maîtriser, on va dire, cette valeur foncière. Il y a aussi des impôts fonciers qui font que, à un moment donné, c'est une forme de location, on va dire, à la collectivité. Mais en tout cas, quand un acteur immobilier achète, par exemple, l'Escabel, qu'on essaie voilà, les murs de l'Escabel, il y a 300 000 euros d'acquisition et donc ça nécessite en fait en face un loyer pour amortir cette acquisition. On aurait très bien pu avoir un bail amphithéotique vis-à-vis du propriétaire de l'Escabel sur 99 ans avec une redevance minime et dans ces cas-là, on n'aurait pas eu ce loyer, on va dire, à payer. Vous allez, voilà, au niveau des charges et les impôts fonciers, en général, c'est souvent payé par l'exploitant. Ensuite, l'acteur immobilier, il va monter le projet et lui, il va avoir besoin d'une rémunération. C'est un grand débat qu'on a avec tous nos intervenants, mais nous, on a des salaires je dirais assez classiques et on sait tous quand on fait du consulting, par exemple, qu'on doit vendre sa journée à 500, 600, 800 euros par jour. Voilà. Donc, quelle rémunération du temps et puis, et à quel moment? Est-ce que c'est une rémunération qu'on a dès maintenant ou est-ce que c'est au bout de 15 ans? Voilà, on engage des fonds propres. Donc là, on sera plus sur des logiques de TRI, d'évaluation et de rémunération de ces fonds propres par rapport à un pourcentage, on va dire, d'intérêt. On réalise ou pas des travaux qui seront nécessaires demain à l'exploitant. Et tout ça, c'est pareil, il faut les amortir notamment et ça génère un loyer. Voilà, on peut entretenir les lieux aussi. Il y a des charges qui sont payées par le locataire, il y en a qui ne sont pas payées par le locataire, donc ça s'appelle les charges non refacturables. Voilà, et l'ensemble de ce travail-là, en fait, peut être payé soit par un loyer, et c'est la majorité du temps, c'est le cas, soit peut-être aussi des plus-values à la revente, ce qui permettent d'amortir ces coûts-là. Donc, en tout cas, les modèles classiques fonctionnent comme ça. Et ensuite, on a l'exploitant, voilà, l'exploitant qui lui aussi peut réaliser des travaux d'aménagement en fonction de si on livre une coque complètement brute ou si on livre un local complètement fini.
il va avoir des amortissements à engager, donc ça va être des frais pour lui. Et puis, il va utiliser le lieu et il va payer pour ça des charges locatives qui vont pouvoir compenser, on va dire, des charges liées au foncier ou à la copropriété. Il va générer de l'impact social et puis il va créer de la valeur d'usage. Et il va pour ça faire remonter dans son compte d'exploitation une capacité à payer un loyer, voire plus. Éventuellement, voilà, il va racheter une partie des lieux. Donc ça, c'est un peu un mécanisme qu'on retrouve sur tous les projets. Pour aller très vite avant que c'est un peu fouillis, hein, c'est pas propre, hein, mais pour faire très vite, souvent les acteurs immobiliers en fait ils raisonnent sur des bilans, des cash flows, l'argent qui sort pendant la première année, la deuxième année, la troisième année, et puis après, hop, on a un prêt bancaire, et puis ensuite on rembourse ce prêt bancaire. Puis à la fin, on fait une vente, et avec cette vente, on rembourse. Voilà. Et donc, c'est vraiment, il raisonne plus par entrée et sortie d'argent. C'est un cash flow. Quand on est du monde de l'exploitation, on va dire, où on gère un café, un bar, un restaurant, ou une entreprise de conseil, ou je sais pas quoi, on raisonne plus en fait en compte de résultat. Et en fait, l'équivalent d'un compte de résultat, c'est ce que vous avez là. En gros, ce qui rentre, la valeur créée dans le projet, c'est que des loyers. C'est globalement que des loyers. Et ça, c'est ça qui, en fait, c'est le seul truc qui rentre en plus, voilà, en création de valeur. Et les dépenses, eh ben, ça va être des frais financiers. Et en général, mettons qu'on parle, qu'on dise un projet comme l'Escabel, par exemple, c'est intéressant, voilà, vous verrez, c'est de l'ordre de 20 000 euros par an de loyer que l'Escabel va payer. Et bien, les frais financiers, en fait, on se rend compte que ça représente 20% de ses loyers, en gros, par an. C'est une moyenne, hein, voilà, 4 000 euros à peu près. Le montage et la gestion, en fait, si vous l'amortissez sur 15 ans, ça représente entre 5 et 10% du projet. Les impôts, allez, 10%. L'amortissement en fait, du bien, l'entretien, 5 à 20% en fonction. Et puis, vous avez des taxes foncières, des foncières. Mais souvent, on dit que c'est payé par le locataire. Donc, en fait, quand vous sommez tout ça, sur un projet qui globalement, les loyers couvrent l'emprunt bancaire, et bien, vous avez probablement entre 50 et 60% du loyer qui est de la création de valeur pure. 50 à c'est vraiment il faut voir fonction de projet par projet, mais globalement 50 à 60% donc en gros, je vais vite, hein, et je vous prends l'exemple de l'Escabel. Donc mettons qu'on fasse le projet d'Escabel sur 15 ans, vous avez en gros voilà, 133 000 euros de création de valeur qui aura été réalisée sur un projet, voilà, qui aura ramené 345 000 euros de loyer. Donc, c'est un peu ça. Et en fait, la question, bah, finalement, c'est comment est-ce qu'on se répartit cette valeur créée? Voilà. Si jamais Belleville, par exemple, qui rachète les murs de l'Escabel, qui a racheté les murs à 260 000 euros, voilà, vous l'avez là, 265 000 euros. Si jamais on va dire au bout de 15 ans, une fois qu'on a remboursé le prêt, bah, finalement, on est détenteur d'un bien qui vaut 265 000 euros. Et si Belleville, on va dire, le vend, bah, à ce moment-là, elle aura eu, on va dire, 211 000 de charges voilà, qui auront été donc des charges de maîtrise d'ouvrage, des intérêts, des machins, des trucs comme ça. Elle aura eu voilà, 211 000 de frais, elle aura capté 345 000 euros, et donc elle se retrouvera, on va dire, avec 133 000 voilà, enfin, on va dire de valeur qu'elle détiendra elle-même. Et à la base, elle aura mis, donc Belleville aurait mis a priori 100 000 euros. Voilà. Est-ce que gagner 133 000 au bout de 15 ans, alors qu'on a mis 100 000 euros au tout début, eh bien, c'est beaucoup ou pas, je ne sais pas. Et on voit bien, et donc, c'est ce genre de débat en fait, qu'il faut qu'on ait. Alors, bien sûr, j'ai pas là-dedans, j'ai pas intégré le fait que potentiellement, au bout de 15 ans, on revend beaucoup plus cher le bien immobilier qu'on l'a acheté parce qu'il y a une inflation immobilière. Bon, voilà, ça, c'est des petits exemples. C'est un peu des choses qui sont là pour cadrer un peu le débat. D'autres slides qui sont hyper brouillonnes, mais vous entendez souvent, je vais très vite, hein, et je vous les commente, mais
Ça, c'est des indicateurs financiers en fait des acteurs de l'immobilier. La VAN, la valeur actuelle nette, qui représente en fait l'ensemble des euros. Faut se rendre compte que tous les ans, en fait, l'inflation, qui est des fois de l'ordre de 1, 2, 3%, en fait, elle grignote. La valeur de l'argent dans 15 ans est moins importante que celle d'aujourd'hui. Donc, il faut intégrer ça dans nos raisonnements. On parle beaucoup de TRI, de taux de retour sur un investissement des fonds propres. Il faut se rendre compte que nous, quand on fait quand on place notre argent sur un livret A, ça va être 0,5% par exemple qu'on a. Comment dire, quand on place avec un peu plus de risque, par exemple sur une plateforme de financement responsable, on va pouvoir récupérer 3, 4, 5% par an. Quand on va sur des trucs un peu plus financiers, c'est 10%. Il faut savoir qu'un acteur immobilier, des fois, il ne va pas en dessous de rendements qui sont de l'ordre de 20% par an. Bien sûr, il y a des risques, mais c'est un peu ces repères qu'il a. On parle beaucoup de rendement locatif, voilà. Et on parle de, voilà, ça, ce truc-là, c'est un peu, j'en parle pas, mais et pour vous dire que souvent, ce qui se passe dans les projets immobiliers, on a, quand on emprunte, en fait, on met 20% de fonds propres et 80% d'endettement. Le loyer, en fait, on essaie de faire en sorte, nous, que le loyer couvre toujours le remboursement de l'annualité. C'est-à-dire que si on emprunte sur 15 ans 80% du projet, eh ben, on va avoir une certaine annualité à rembourser à la banque, et on va essayer de faire en sorte que le loyer soit 1,1 fois l'annualité. Et ensuite, faut se rendre compte que en fait, il y a des frais bancaires sur cette annualité, et voilà. Et donc, juste pour vous dire que, alors ça c'était un petit truc, hop, mince, mon truc il est parti. On parle souvent en fait hop, je vous montre ça. On parle souvent de, 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 de rendement locatif. C'est un repère qui est assez simple. C'est en gros le loyer divisé par le coût du projet. Donc, mettons, je vous reprends l'exemple de l'Escabelle. En gros, le rendement locatif, alors il y a du brut et il y a du net, mais ça va être le loyer, par exemple, 23 000 payés par le locataire. Et puis, le coût du projet, ça va être le coût d'achat. Alors, attendez, j'avais un truc qui était... voilà, on va faire... hop, le coût d'achat, vous avez les frais de notaire, voilà, tout ça là, qui est là, check. Hop. Et donc, hop, tac. Voilà, vous avez par exemple un rendement de 7,3%. Mais vous, en fait, si on fait ce truc-là, voilà, 7%, voilà, c'est un truc qui est mettons 7%. Si on fait ce truc-là, en général, on dit que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est pas mal parce que c'est un ratio qu'on a qui est intéressant. En fait, ça, c'est un petit calcul que j'ai fait. Il faut se rendre compte que c'est lié. Alors, si on a 10% de fonds propres sur un projet, là, vous avez 20%, 30%, 40%, 50%. Et ce rendement, il est lié aussi à l'année d'emprunt. Si vous empruntez sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. En gros, si vous n'atteignez pas ce rendement, en fait, vous n'êtes pas capable de rembourser l'annuité. Voilà. Donc, c'est comme ça, c'est des règles de 3. Et donc, là, pour le coup, l'Escabelle, on a mis 20% de fonds propres. On a emprunté sur 15 ans et ce n'est pas de notre faute. C'est en gros la banque qui nous impose d'emprunter sur 15 ans. Et donc, il y a un enjeu, bien sûr, à augmenter ce truc-là. Mais on est obligé d'aller chercher, en fait, un rendement minimum de 6,5%. Sinon, le projet, en fait, ne tourne pas. Il n'est pas rentable. Il n'est pas rentable. On n'arrive pas à rembourser, on va dire, l'échéance bancaire. Par contre, comme je vous l'ai vu, comme je vous l'ai montré, en fait, on dégage une valeur qui est probablement très importante, et donc, enfin, importante. Et la question, elle est plus à la fin, au bout des 15 ans, comment est-ce qu'on répartit cette valeur? Voilà, ça, c'était juste une intro. Je pense que si tu peux, peut-être les variables, et après, je te passe la main, Seb. Je vous montre juste les variables en fait qui peuvent exister dans un projet immobilier. Voilà, là vous avez l'Escabelle, vous avez un loyer actuel 135, c'est un loyer de commerce de centre-ville. Donc
On a, on a des annuités qui sont de 20 900 euros parce qu'en gros, on a emprunté à la nef 250 000 euros et on n'a pas pu emprunter plus, on va dire. Donc, ça, c'est une variable, ce qui fait qu'on a emprunté sur 15 ans et donc c'est 20 900 euros. Et donc, ça impose un loyer à 23 000 euros. Là où, à la base, il y avait un loyer de 20 900. Donc, on est obligé, on va dire, d'augmenter un peu le loyer. Par contre, c'est quelque chose voilà, ça, c'est lié, en fait, au vendeur qui nous a vendu le bien à 265 000 euros. Si jamais vous avez les frais de notaire, c'est toujours fixe. Ce qui varie, on va dire, c'est le temps passé et le temps facturé par les acteurs de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'œuvre s'il y a des travaux. Là, en l'occurrence, on a mis 28 000 euros et c'est une enveloppe qui sera vite dépensée vu la complexité du projet. Voilà, c'est 9% du projet. Donc ça, c'est quelque chose, et vous avez vu, c'est un ratio qui est en général, qui pourrait être d'ailleurs un peu plus important, mais là, en l'occurrence, il y a peu de travaux. Et donc, voilà, on n'a pas mis de travaux. Ce qui varie aussi beaucoup, c'est est-ce que c'est à la base, en fait, pour avoir 250 000 euros de banque, il y a 40 000 euros de travaux qui ont été budgétés. En fait, ces travaux-là, ils vont être probablement faits par l'association parce l'association a réussi d'aller chercher des subventions là-dessus. Si on avait dû faire ces travaux, bah, mécaniquement, le loyer aurait augmenté. Vous avez en variable, on va dire, les fonds propres que nous, Belleville, on va chercher. Aujourd'hui, nos fonds propres, ça ne vient pas de nous, c'est des choses qu'on va chercher. On les a en général entre 5 et 7%. Et donc, vous voyez que si jamais 7% de fonds propres sur 15 ans de projet, c'est comme s'il y avait 105 000 euros de frais générés. Et c'est de frais bancaires sur ces fonds propres. C'est personne qui les touche. C'est pas nous, ceux qui les touchent, c'est ceux qui nous apportent du capital. Donc, c'est là où il y a un enjeu majeur, on va dire, à descendre le prix de nos fonds propres de 7 à 1%. Et ça, typiquement, si on remplaçait dans ce projet-là Belleville par de la finance citoyenne à 1%, on ferait 40 000 euros, 60 000 euros, voilà la différence entre les deux, d'économies qui pourraient être de valeur créée, qui pourraient être réaffectées à des gens. Voilà, vous avez 64 000 euros de frais bancaires. Aujourd'hui, la nef nous prête à 3%. Faut se rendre compte que c'est cher, alors qu'à une banque classique, on serait de l'ordre de 2%. Et cette variable voilà, d'ajustement, imaginez, il y a 25 000 euros de valeur qui est perdue dans le fait de passer par la nef. C'est une banque qui est par ailleurs éthique, donc c'est aussi voilà, un principe. Et puis après, il y a tous les frais de gestion. On a mis 3 500 euros par an. 3 500 euros, c'est pas grand-chose. Là-dedans, il faut payer les honoraires d'expertise comptable. Et puis, bah, il ne reste pas grand-chose en fait pour suivre le projet sur le temps long. Normalement, il devrait, si mettons, il y a des conflits avec le voisinage, s'il y a des enjeux à refaire des travaux, à avoir une veille, voilà, et il devrait y avoir, pour que le projet tourne bien, beaucoup plus de frais de gestion qui soient calés. Voilà. Là, comme ça, vous avez une visibilité un peu d'un projet et des ordres de grandeur. Seb, un autre projet peut-être que tu peux présenter? Ouais, je vais vous montrer un cas d'école parce qu'il y a une question sur justement est-ce qu'on vend nos projets à terme. Dans le projet de Belleville, on est quand même dans l'idéal à vouloir revendre une partie du patrimoine à nos exploitants. Et dans ce cas-là, on se demande à quel prix. Donc, on va vous donner un exemple. Alors, les chiffres sont pas la réalité, mais c'est vraiment avec cas d'école. Donc là, voilà, on est sur une hypothèse d'une opération qu'on a acheté 900 000 euros, 100 000 euros de frais. Donc voilà, tout est arrondi. Seb, si tu peux ne pas faire l'erreur que j'ai faite, là, si tu peux zoomer un peu parce qu'on ne voit pas forcément. Ok. Ouais, cool, génial, merci. C'est mieux? Génial. Donc 100 000 euros de frais, 200 000 euros de fonds propres, un loyer à 70 000, donc ce qui fait grosso modo du 7% acte en main. Et là, on prend une hypothèse d'un co-investissement, donc c'est ce qu'on a avec Envie en l'occurrence. On a fait une structure à 99% Belleville, 1% Envie, et avec l'objectif de rééquilibrer, là pour l'instant plutôt jusqu'à 50-50. En emprunt, on emprunte 800 000 euros à 2% sur 15 ans, et voilà, et derrière, il y a tout qui découle. Vous avez un beau tableau. Je vous l'explique très vite. Alors là, j'ai simplifié, j'ai pris des mensualités. Et à chaque fois que vous avez des traits noirs, c'est qu'on passe d'une année à l'autre. Donc la partie simple, on va dire, je me mets en année 4. Il reste le crédit restant dû, donc ce qu'on doit encore à la banque, 613 000. On considère que le bâtiment augmente en valeur. Donc on a une augmentation de 2% par an, mais qui est figée au début. Le compte courant,
200 000 euros avec une rémunération à 7%. Donc là, on l'a réparti entre le compte courant associé avec la rémunération, compte courant Belleville, compte courant exploitant. Et donc, ce qui fait que quand vous faites la valeur du bâtiment moins ce que vous devez à la banque, moins de ce que vous devez aux associés, la valeur de la société, c'est 77 000 euros. L'objectif, si on augmente en fait, si on fait augmenter l'exploitant de 7% par an, c'est qu'à chaque fois, il augmente ses comptes courants donc de 7% pour équilibrer. On essaye d'avoir là une cohérence entre la participation et le pourcentage de comptes courants mis, donc ça veut dire 14 000 euros. Ce qui est intéressant, c'est que les parts valent zéro au début, puisque en fait, quand vous achetez un bien immobilier, les premières années, votre société vaut zéro, puisque vous avez des frais dessus. Donc, on considère que l'immobilier vaut autant. On l'a acheté 900 000, si on veut le revendre, ça vaut 900 000, mais on a payé 100 000 euros de frais. Donc, on perd de l'argent au début. Et puis, petit à petit, on va en gagner. Donc là, par exemple, la société vaut 26 000 euros. Donc, si l'exploitant veut nous racheter 7% des parts, c'est 2 000 euros. Et donc, si on veut un équilibre pour arriver jusqu'à 50%, donc on arrive à voir ici. En fait, on se rend compte que pour l'exploitant, il faut qu'il… attendez, le rachat, je vais avoir une coquille dans les formules. Il faut qu'il rachète 100 000 euros et en valeur de part, on est à 29 000. Donc là, voilà, le deal est assez fair. L'inconvénient de ça, je trouve, ce qui manque là-dedans, c'est de ne pas prendre en considération le fait que c'est le loyer, donc l'exploitant qui paye le projet. Et alors, si on le transpose à Envie, on est grosso modo sur ces chiffres-là. La seule différence, c'est qu'on doit remettre de l'argent tous les ans parce qu'on a un cash flow négatif. Et surtout qu'on avait un loyer pour Envie qui était de 160 000 euros hors taxe, sachant qu'il ne récupère pas la TVA. Donc, ça vous fait 192 000. Alors, plus les frais, vous n'êtes pas loin des 200. Et que là, l'acquisition nous a permis, en mettant un financement sur 15 ans, de descendre à un loyer de 100 000. Donc là, il y a une économie grosso modo de 100 000 euros pour l'exploitant, ce qui lui permet de refinancer ses parts. Je pousse un peu plus loin, et ça, je vais peut-être après ouvrir les débats là-dessus, justement, avec une question de Max de Comina, en disant comment on empêche la spéculation. En fait, il y a une grosse question qui se pose, c'est à l'issue des 15 ans. On va rembourser le bien. Il n'y a plus de crédit, on n'a plus personne à payer, sauf les propriétaires. Et c'est là, en fait, où peuvent se poser la question, c'est, alors, pareil, nous, en tant que Belleville, quelle est la place qu'on a là-dedans? Est-ce qu'à un moment, on a fait le job, on disparaît? Mais voilà, il faut quand même avoir les bonnes contreparties pour que le système soit pérenne chez nous. Est-ce que les loyers, on les garde à 100 000? Est-ce qu'on les monte? Est-ce qu'on les descend? Sachant que si on les descend, c'est bien pour l'exploitant, mais quelque part, le fait de les garder à 100 000 euros, lui, c'est un actif, ça crée de la valeur en tant qu'actif immobilier, donc il peut aller chercher aussi du financement, ça solidifie sa boîte. Donc, ce n'est pas inintéressant, et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'en période de crise, les boîtes qui ont de l'immobilier, finalement, elles passent la crise un peu plus facilement, parce qu'elles ça leur permet d'aller chercher des fonds aussi. Et autre élément qu'on peut prendre en compte, là, j'ai fait un VP un peu particulier sur Zoom. Où là, on est sur une autre logique, c'est de dire que l'exploitant, par les économies qu'il a, en 3 ans, il nous rembourse les comptes courants qu'on a mis. Alors, j'ai mis 3 ans, ça peut être 4 ans, 5 ans. Nous, c'est vrai que la problématique qu'on a, c'est les fonds propres qu'on va chercher, c'est de l'obligataire avec les remboursements qu'on doit faire sur 5 ans. Et donc, le Brunel que je vous ai montré avant, il y a un moment, on n'a pas assez de fonds propres. Donc, comment ça se passe? Là, sur l'exemple que Jérémy donnait sur l'Escabel, le fait qu'on soit propriétaire avec on va dire des modèles qui permettent un peu d'ajuster les loyers, les travaux, etc. Peut-être aussi par l'expertise immobilière, on peut aller chercher de l'argent, subvention, aider peut-être un peu l'exploitation pour améliorer les choses, donc permettre à l'exploitant d'avoir un peu plus de moyens. En fait, on se rend compte que régulièrement, peut-être qu'il y a des cas où, alors sur 3 ans, c'est un peu chaud, parce que vous voyez, c'était une grosse somme affiliée en année 3, mais l'étaler sur 4-5 ans, ça peut avoir du sens. Et surtout, moi, je pense que la vraie solution et la réalité, c'est qu'à la 5e année, ou même plutôt à la 7e, il reste 460 000 euros de valeur à la banque à rembourser. On a un bâtiment qui vaut quasiment 1 million d'euros. Donc là, l'idéal, en fait, c'est qu'on refinance tout, on rembourse les comptes courants à tout le monde. Donc, on lève en fait 460 000 euros plus 300 000 euros pour rembourser les comptes courants. Donc, plus personne n'a de dette, voilà, plus personne n'a d'argent bloqué finalement sur l'immobilier. Et après, on repart pour un tour. Donc, on perd 7 ans. Et finalement, est-ce que c'est grave? Je ne suis pas sûr. Donc, ça permet après, derrière, on va retrouver les mêmes équilibres.
Voilà un peu les interrogations qu'on a. En gros, c'est comme ton prêt, aujourd'hui, ton crédit bail il était sur 15 ans. Ouais. Bah, en fait, si tu repars pour 7 ans, c'est comme si on est tous acteurs foncières de l'immobilier responsable, on veut tous avoir des prêts le plus long possible. Bah, comme on n'est pas capable aujourd'hui d'avoir des prêts sur 25-30 ans, le fait de refinancer au milieu, c'est comme si on se faisait le truc en 2 temps et on se permettait un prêt plus long, en fait. Ouais. Et peut-être, ouais. Ouais, c'est là où, après, pour éviter, en fait, comment on le rentre dans un commun, là, ce que disait Jérémy, cette partie commun aussi. C'est la grosse question, c'est on considère que si c'est chez l'exploitant, quelque part, l'exploitant a plutôt intérêt à limiter la valeur des biens. Après, je pense que si on veut vraiment pousser jusqu'au bout, mais juridiquement, je ne sais pas si ça existe encore en France, comment on peut le faire, c'est parce que ce qu'on va lâcher à l'exploitant, potentiellement, c'est de la valeur que lui va se prendre derrière le jour où on disparaît. On pourrait dire en vie, par exemple, acheter tout notre bâtiment, nous on récupère selon les modèles que je vous ai montrés là. Et lui, alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, c'est bon. Ok, j'ai un message d'alerte. Est-ce que lui ne va pas prendre la valeur et puis est-ce que c'est grave aussi? Mais effectivement, l'anti-spéculation aujourd'hui, c'est des choses à creuser. Effectivement, sur le projet Envie, on est en crédit bail, ce qui nous permet de mettre moins de fonds propres. Sur Envie, là, je vous ai donné des références à 200 000 euros de fonds propres. Sur Envie, on a une acquisition à 1,3 million, on a mis 100 000 euros. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus souple. Par contre, en fait, tous les ans, on est en cash flow négatif avec les frais de gestion et puis un petit décalage entre le remboursement d'emprunt et les loyers. Ouais. Ouais, je veux dire un truc par rapport à ça pour alimenter la discussion parce que en gros, il y a un truc, si tu fais pas de cession de part à l'exploitant, que tu gardes toute la valeur dans le propriétaire, quand c'est un propriétaire plus classique, les questions sont différentes, mais quand c'est un propriétaire comme des foncières de l'ESS, comme Belleville, mais toutes les autres, et Village Vivant, et tous les partenaires, on a tous le même but, c'est créer de l'impact. Et donc, on doit tous chercher à avoir une foncière solide pour que cette foncière puisse continuer à faire levier avec les financeurs, avec les banques, etc. Et plus cette foncière est solide, plus on négocie mieux nos taux, plus on négociera mieux nos conditions, etc., etc. Et plus on pourra emprunter et faire des projets qui ont du sens. Donc, une discussion, je trouve, qui est hyper intéressante, c'est que tu as dit, Seb, d'une part, si la valeur, elle va vers l'exploitant, c'est trop bien, mais il faut s'assurer que l'exploitant, lui aussi, soit aussi vertueux. Et est-ce que nos foncières ont vocation à financer que des exploitants qui sont de l'ESS, mais aussi des exploitants Et après, l'autre chose, c'est comment on fait aussi pour renforcer la place de nos foncières qui, plus elles seront solides, plus elles auront de l'impact. Et voilà, c'est aussi un petit point, mais c'est une valeur qui est distribuée. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête. Alors, juste un autre exemple, plus de montage, justement, pour faire en sorte que le projet soit, pour que cette valeur foncière, on va dire, elle soit dans un commun. Justement, par rapport à l'escabelle. Donc, l'escabelle, voilà, alors, attendez, pour que vous voyez bien, c'est un truc tout bête, hein. C'est un petit café qui fait 150 mètres carrés avec des murs au milieu de Toulouse, quoi. Et donc, pour qu'on ait un truc qui fonctionne, ce que Belleville a décidé de faire, c'est plutôt que de racheter, on va dire, en direct, c'est de créer une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, dans laquelle il y aura Belleville et dans lequel il y aura l'Escabelle. Alors, ça crée donc, ce qui est cool, c'est que tout est transparent et compagnie, sauf que à un moment donné, en fait, cette SIC, l'argent que va mettre en fait justement le Belleville dans cette SIC, eh ben, c'est un actif qui ne sera pas valorisable et donc ça ne renforcera pas Belleville. Par contre, on créera une société de projet, voilà, une foncière qui sera pour le coup complètement non lucrative puisque c'est une SIC. Et ça permet alors, et c'est là où en fait, par exemple, un des enjeux, encore une fois pour Belleville, c'est au lieu de mettre 100 000 euros dans le projet, c'est de mettre que 28 000 euros et d'être vite remboursé de ces 28 000 euros le plus vite possible parce que plus l'argent il reste dans la structure et il ne remonte pas dans Belleville, plus il coûte cher, on va dire, à la société de projet, il coûte 7%, et en plus, nous, on ne peut pas l'utiliser à faire autre chose. Donc, il y a un enjeu à ce que l'Escabelle, en plus des loyers, mettre, par exemple, du compte courant à la place de Belleville, comme Envie pourrait le faire plus vite, voilà, que ce qui est indiqué. Donc, ce n'est pas forcément pour prendre plus de parts, mais par contre,
C'est-à-dire que parce que prendre des parts d'une SIC, ça sert à rien. Mais par contre, c'est créer de la valeur plus vite, on va dire, permettre à Belleville de se dégager et participer à ce que ce commun-là, en fait, voilà, il existe et qu'il soit lui plus fort. Pas Belleville, mais la foncière en SIC qui a été créée. L'autre enjeu, c'est peut-être de mettre justement de la finance solidaire des citoyens qui n'ont pas à aller chercher des fonds propres sur le marché classique et donc d'aller chercher peut-être aussi des réductions d'impôts. Il y a des gens qui diront, quand on passe par de la finance solidaire, d'aller chercher des réductions d'impôts, c'est un peu comme si c'était l'État qui payait. Donc, ce n'est pas forcément ça non plus, parce que c'est aussi de l'argent que n'a plus l'État pour faire autre chose. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée non plus. Là, vous voyez que j'ai mis au sujet, j'ai mis la garantie Belleville, qui est un autre sujet de commerce équitable. Combien coûte cette garantie? Parce que le problème, c'est que pour débloquer le projet, les 250 000, la nef nous a demandé de poser une garantie sur ce prêt. Ça veut dire que si l'Escabel ne payait plus ses loyers de 23 000 par an, à un moment donné, on aurait une vacance et il faudra continuer à payer les intérêts des gens, l'annuité de la banque. Et donc, on se retrouverait à faire jouer cette garantie. Combien vaut cette garantie? Vous voyez bien que si jamais je mets une garantie à 2%, qui est le montant classique, et encore, c'est hyper dur, et je mets une garantie à 2%, regardez ce qu'elle va coûter, 250 000 fois 2% fois 15 ans, 75 000 euros. Vous voyez qu'à l'échelle du projet, on se retrouve, on grignote pratiquement tout en fait. Donc, comment faire pour… Donc, vous voyez que même faire une petite société de projet, une SIC, en fait, ce n'est pas viable. Pour créer une société de projet un peu en SIC comme ça, il faudrait qu'il y ait 10, 15, 20, 30 projets pour qu'on amortisse tout un tas de coûts. Et surtout, si on devait payer une garantie, le truc deviendrait en fait pas rentable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que la SIC n'ait pas à avoir de garantie et donc soit elle-même très forte. Voilà, et donc des actifs. Donc, c'est un peu toutes ces trucs-là sur lesquels on doit jouer en toute transparence avec les porteurs de projets. C'est aussi l'avantage d'être dans des formes de SIC ou dans des formes de montage. Vous voyez bien, et là, on s'arrête là et on vous donne la parole. Et je vois qu'il y a des questions, notamment de Max, là j'ai vu, mais je suis sûr que 90% d'entre vous, et moi le premier, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Donc l'enjeu, il est déjà de trouver une ingénierie qui soit pas déconnante et qui fonctionne pour tout le monde, mais il est surtout aussi de simplifier les choses. Et là, on en a pour quelques années avant que ce soit simple et clair notre langage. Et c'est la question qu'on vous pose aussi, c'est comment arriver à avoir un langage accessible pour qu'un porteur du projet, en fait, ou au moins, je ne sais pas, ses responsables ou ceux qui s'intéressent à ça, puissent contribuer à la construction de cet équilibre pour que ça soit faire, quoi, en gros, et que ce porteur de projet-là, en fait, ils comprennent ce qui se passe, et avec les allers-retours techniques. Donc voilà, avec certains projets, on avance là-dessus, mais on voit bien qu'on est encore trop dans du charabia et du verbiage de professionnels qu'on ne comprend même pas nous-mêmes. Voilà. Allez, je pense que Adrien, Alex, je ne sais pas si vous avez peut-être des petits retours avant de prendre les questions et d'échanger sur tout ça. Non, pour ma part, je pense qu'on peut ouvrir la discussion. Je sais qu'il y a dans l'équipe, il y a plein de gens qui sont là. Et ouais, je vois Jérôme Dudica. C'est Jérôme. Enfin, je pense qu'on connaît presque tout le monde. Donc, je ne vais pas citer tout le monde, mais il y a des gens avec qui on réfléchit à ça, qui sont aussi nos partenaires, nos associés, qui sont à la fois associés et exploitants aussi. Donc nous, le but de cette démarche-là, c'est de recueillir toutes les bonnes idées. Et même en t'écoutant, tu vois, Jérôme, je me dis qu'il y a peut-être d'autres biais encore à creuser. Je me disais même, en fait, chaque année, on a une part de l'argent qu'on a mis qui est le coût des fonds propres. Qu'en fait, si l'exploitant nous fait baisser une part de ce coût de fonds propres, eh ben, on pourrait lui donner cette part gratuitement. En fait, mécaniquement, c'est une règle de 3 aussi. Donc, en fait, peut-être que si tu donnes 3 000 euros de part, eh ben, tu économises 1 000 euros de frais financiers. Et donc, ces 1 000 euros, tu peux les donner gratos parce qu'ils ne coûtent plus et ils ne coûtent plus au projet. Donc, enfin, il y a plein de trucs à creuser comme ça. Donc, voilà. Et ce que je veux aussi dire, c'est que du coup, le but, c'est que c'est aussi une grosse discussion qui est en cours avec Village Vivant et avec pas mal de partenaires. Donc, c'est que le début, quoi. Parce que le temps qu'on structure ça et le but de mettre ça en open source, voilà, c'est… J'ai juste rebondir là sur Max de Cominac qui posait pas mal de questions. Il y en a une effectivement sur
si l'exploitant repaye son bâtiment à la fin, il le paye 2 fois et ça ne sert à rien. Et alors, c'est justement ce qu'on essaye d'éviter. Il y a un acteur de l'immobilier qui se veut responsable ou solidaire. Et comme je ne sais plus qui c'est, je peux en parler librement. Dans son modèle, en fait, son modèle est vertueux donc sur ce qu'il veut faire, en disant que le jour où il revend à ses locataires, il revend en prenant que 50% de la plus-value du marché. Et c'est là où, pareil, je lui dis, c'est leur truc, en fait, c'est un peu débile parce que le locataire va payer 2 fois son bien. Il a arrêté, alors sur le modèle que je vous ai montré, on a du rendement, on a des effets de levier. Et en fait, on se rend compte que déjà les premières années, finalement, quand on fait racheter quand le locataire rachète son bien, il n'a pas forcément beaucoup de surcoût, c'est-à-dire plus-value, mais il n'a pas de surcoût. Par contre, quand on arrive en année 8, 9, 10, plus on s'approche du moment où on rembourse à mort le crédit, plus ça lui coûte cher. Et en l'occurrence, c'est là où nous, on a le moins de risques. Alors, on a pu traîner les fonds propres longtemps, avec le coût qu'il y a avec, mais c'est là où il y a le moins de risques parce qu'on sait que s'il reste 30% du CRD, on est assez serein et en fait, si on vend même 80 ou même 70%, même peut-être dans certains cas 60% de la valeur de ce qu'on a acheté, on reste toujours avec un modèle qui est bon. Et c'est effectivement là, je pense, où il faut trouver les bons équilibres. Je pense que l'idéal, c'est vraiment de pousser l'exploitant, effectivement, comme le disait Jérémy, à nous acheter le plus tôt possible. Mais bon, il faut que l'exploitation et l'activité aillent bien ensemble. Et effectivement, quand c'est plus tard, on aura plus remboursé. Donc, normalement, on a moins besoin de vendre cher. Ça, c'est cet équilibre-là qu'on doit écrire et trouver. Attends, je reprends tes questions. La question dans mon sens. Véhicule d'acquisition foncière. Aujourd'hui, c'est un peu l'objet. Je pense qu'on essaie de faire un emploi. C'est quoi la question? Parce que comment faire en sorte que Belleville soit un véhicule d'acquisition foncière? Avec l'accès aux banques, l'expertise IMO, tout ça. Donc, en fait, effectivement, c'est un peu la jeunesse de Belleville, mais qui peut dériver. C'est de dire comment on libère les exploitants de la partie immobilière, on s'en occupe. Et eux s'en occupent plus. Sachant que là-dedans, tu mets des questions, c'est est-ce qu'en fait, si tu as un exploitant, le deal avec lui, c'est de dire il n'est jamais propriétaire, mais on l'est toujours. Mais il n'y aura jamais d'emmerde avec l'immobilier, le loyer ne bougera jamais, il reste stable. Est-ce que ça convient? Est-ce que ça suffit? Je pense que dans beaucoup de cas, ça suffit, malgré tout. Aujourd'hui, le modèle des grosses activités, même traditionnelles, ce n'est pas de détenir l'immobilier. Donc, il y a une raison, c'est de se concentrer sur l'exploitation. On trouve ça, nous, limitant, et c'est là où on essaye de réfléchir comment le rendre le bien plus commun. Qui met à dispo pour des projets utiles à des tarifs intéressants? Ça, je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a des acteurs là qui ont travaillé sur un bail commercial d'utilité sociale, mais je pense que ça peut être valable sur d'autres choses où, en fait, si le locataire a un impact qu'on peut mesurer, le loyer descend. Alors, en l'occurrence, là, c'est écrit dans l'autre sens, il y a un loyer de base qui est conditionné justement à ce que l'exploitant mette de l'impact. S'il arrête d'en mettre, on monte le loyer. Donc ça, et voilà, comment on mesure, c'est pareil, c'est pas toujours plus simple, mais ça, je pense que c'est réalisable. Après, avec des questions de péréquation, est-ce qu'on se permet des activités lambda qui n'ont pas d'impact, qui crachent un peu de pognon et puis on les réinjecte dans des opérations qu'on a? On trouve ça pareil, on trouve ça moins riche, moins intéressant sur le papier, mais bon, il y a des modèles qui sont comme ça aussi de foncières, de fonds solidaires. C'est la finance traditionnelle, hein, c'est la manière dont ils fonctionnent d'ailleurs. On fait de la merde, mais on fait du pognon avec de la merde et puis on réinjecte un peu du pognon qu'on a fait sur des trucs qui vont bien. Je prends une question là de David là, qui est arrivée à la fin. Est-ce qu'aujourd'hui vous garantissez juridiquement votre souhait de non-spéculation, une créativité limitée de Belleville, notamment pour justifier votre capacité à obtenir des subventions ou des prix d'achat en dessous du marché? Nous, on a un double travail en fait en ce moment qu'on est en train de faire, à la fois la lucrativité limitée des projets. Comment est-ce que la valeur créée par les projets elle est justement répartie entre tous les acteurs là, dont on vient de parler. Et après, il y a la lucrativité de la foncière. Ça veut dire que si une valeur issue du projet elle remonte dans Belleville, comment elle-même, cette valeur-là, est justement répartie entre tous les acteurs du projet. Donc, notamment, il y a les fondateurs qui ont pris des risques, qui ont passé 2 ans, 3 ans à développer le projet et qui souvent sont payés en dividendes ou en plus-value le jour où ils se barrent. Et puis, il y a tous les autres acteurs, hein, les salariés, les parties prenantes du projet. Et donc, on fait un double travail sur les deux sujets. Les deux sujets sont très complexes. Aujourd'hui, on est très attiré par les modèles coopératifs
opératifs, notamment qui sont très simples, hein, où on capte les dividendes à mort, il n'y a pas de plus-value de cession. Maintenant, on voit bien que ça répond pas ça ne peut pas répondre en fait à nos problématiques d'investissement et de financement à ce stade, puisqu'on lève plusieurs millions d'euros et que c'est difficile de le faire en cycle. Donc, on a un travail très fin là-dessus. Aujourd'hui, on voulait se concentrer sur le projet la lucrativité limitée des projets. Mais c'est un travail qu'on fait en ce moment. On a déjà pris des engagements, hein, sur la partie foncière. Et pour info, aujourd'hui, il ne me semble pas qu'on ait des fonciers à moins cher que le prix auquel on nous vend. Et j'ai l'impression qu'on nous donne des subventions comme on nous les donnerait, comme l'État les donnerait à n'importe quel acteur de l'immobilier, y compris hyper spéculatif. Parce que quand on réactive en fait aujourd'hui tout ce qui est fonds friches et compagnie, c'est le modèle économique de l'opération, qu'on soit non spéculatif ou spéculatif, qui ne fonctionne pas. Donc s'il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de projet qui se fait. Voilà. Donc mais clairement, David, on a travaillé il n'y a pas longtemps avec notamment de quelques acteurs d'Impact France, justement à être challengés sur ces réflexions-là. Et sachez que c'est un débat qui est très vivant, et on essaie pas non plus d'y prendre trop de temps parce qu'il y a plein d'autres choses à traiter par ailleurs. Mais c'est essentiel pour nous. Désolé, pas de réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent peut-être poser des questions? Ouais. Alors, tu veux mettre ton micro en social direct. ou faut qu'on t'active? Non, c'est bon, ça marche. Non, super. Oui, c'est bon, je pense que vous m'entendez là. Ouais. Déjà, un grand merci pour le partage de ce que vous nous avez partagé là avec les fichiers. Voilà, c'est hyper concret. Moi, je pense que c'est finalement là ce que vous ouvrez, c'est à mon avis un travail collaboratif, parce que là, vous nous avez partagé le point de vue de Belleville, qui est une foncière responsable et avec laquelle on adore bosser, nous, Elica. On est en train de monter un projet de tiers-lieu qui sera le tiers-lab des transitions à Marseille. Donc là, c'est le point de vue de la foncière, et je trouve que ce travail-là que vous nous partagez avec vos contraintes, et moi j'ai noté les grosses contraintes qui sont justement la mobilisation des fonds propres à des taux qui sont de 7%, comment les baisser à 1%. Donc ça, j'ai l'impression que c'est le gros problème. Par ailleurs, je pense pour adresser ce sujet-là, il faudrait aussi faire le même exercice avec comment les porteurs de projets le voient d'un point de vue financier, quelles sont les contraintes qui se posent à eux. Donc, de la même façon que vous avez posé les contraintes, comment et avoir cet échange bilatéral. Et je note notamment plusieurs petites remarques par rapport à la présentation. Sur les loyers, donc Jérémy, tu évoquais que c'était l'unique recette. En fait, par exemple, nous, sur le Tiers Lab, on est en train de regarder comment d'autres activités peuvent venir soutenir le remboursement du loyer auprès du propriétaire, enfin, auprès du montage foncier, on va dire, pur. Ça, c'est un premier élément. Et en fait, ces autres activités, on le voit, nous, dans notre cas, nous, elles supposent, et je trouve que, pareil, nous, on est évidemment... donc, le LICA est une scope. On va monter, là, dans le cadre de ce projet-là, une SIC. Le SIC, elle répond bien à l'enjeu de mutualisation d'intérêts divers sur un lieu commun pour développer des activités. Et pour sortir justement de cette unique logique de loyer. Et du coup, là, on tombe sur un problème qui est l'exploitant étant une SIC, c'est un problème. Donc voilà, je pense que là, il y a aussi un truc à travailler. Il y a un nœud, il y a un deuxième nœud, il y a un premier nœud qui sont les fonds propres, il y a un deuxième nœud qui est, si on considère d'autres activités et qu'on le fait sous forme de SIC, parce qu'on mobilise plusieurs acteurs, il y a un problème que tu évoquais sur l'exploitant qui devient une SIC, comment on fait? Et ensuite, il y a une autre chose que j'ai vue, c'est sur les indicateurs. Je pense qu'il y a peut-être un champ aussi à explorer, mais là, je trouve ça génial qu'on ouvre cette discussion, parce qu'il y a peut-être des choses à porter en termes de lobbying. C'est l'aspect des externalités, qui sont des externalités positives ou négatives, mais là, on va parler de celles qui sont positives. Comment des externalités positives pourraient donner lieu à peut-être à des avantages fiscaux sur ce type de montage. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Puis après, j'aurais d'autres choses à dire, mais j'ai déjà beaucoup parlé. Juste, je suis curieux que tu nous prennes. Et c'est un peu l'objectif aussi. Vous êtes, la plupart, je pense, plutôt côté justement exploitant. Et vous n'hésitez pas à nous dire là, votre truc, ou pourquoi vous n'arrivez pas à voir ce qu'on fait. Il y a un point sur les fonds propres qui est plus important que le coût du fonds propre, c'est le moment où tu dois le rembourser.
En fait, si demain, il y a un fonds Evergreen qui arrive et qui nous dit moi, je vous mets 3 millions sur la table, j'attends juste même du 7% par an, mais vous ne me le remboursez jamais. Finalement, ça facilite beaucoup de choses. Donc, nous, c'est vrai que dans la problématique, l'ITA, la première levée de fonds qu'on a fait, c'est 5 ans. On commence à rembourser la deuxième année. Donc, ce qui veut dire qu'on doit retrouver l'argent. Là, on regarde avec institutionnel, y compris Caisse des dépôts. Au-dessus de 7 ans, c'est chaud. Ça peut monter à 9 ans. L'idéal, ce serait 12. Parce que c'est pareil, comme on l'a vu dans le tableau, au bout de 7 ans, on a commencé à amortir comme il faut le bien, à avoir remboursé les crédits bancaires. Donc, ça nous permettrait de relever de la dette, rembourser les obligations, passer à autre chose. Sur la question, alors la SIC, l'Escabel est un bon exemple, je trouve, parce qu'en fait, en créant une SIC sur le projet foncier, au lieu de créer une SCI ou une SNC, vraiment, il faut se rendre compte qu'en fait, on dessert l'intérêt de l'Escabel elle-même. On aurait plus probablement, d'un point de vue financier, je parle, probablement que ça aurait été plus intéressant de créer en fait une SAS ou une SNC classique, un peu comme sur Envie, où au début l'Escabel à 1% et Belleville à 99%. Et après, on fait un peu le même montage qu'avec Belleville, qu'avec Envie sur Trappes. Ça veut dire qu'au lieu, on paye, mettons, l'Escabel paye un loyer de 21 000 euros par an et en plus, comme l'Escabel fait 10 000 euros ou 20 000 euros de recettes par an parce qu'elle gère bien son activité, eh bien, elle rajoute en plus 10 000 euros par an. Voilà. Et pour avoir petit à petit en fait, un départ dans la SAS. À la fin, l'Escabel a, mettons comme on dit, 50% d'un bien qui vaut 350 000 euros. Ben, ça, c'est hyper solidifiant pour le bilan et pour l'activité d'Escabel. C'est pas forcément. Donc, oui, tu vois, même le fait de créer une SIC dans ce sens-là va pas dans mon sens. Maintenant, moi, je me dis, tu vois, on crée une SIC parce que le projet est plus global, parce que dans tous les cas, l'Escabel vivra bien et voilà. On crée une SIC. C'est quoi le but? C'est vraiment, on renforce cette logique de commun sur la partie immobilière. Super. Comment est-ce qu'on peut quand même rendre la valeur à l'Escabel? Eh bien, c'est probablement, alors pas forcément en lui baissant le loyer en fait, parce que en fait finalement l'Escabel ça lui va bien d'avoir un loyer à ce prix, ou SL payé. Mais peut-être que, alors c'est peut-être capitalisé, peut-être déjà dans un premier temps, alors lui garantir un loyer égal sur 15 ans par exemple, ou plus de loyer à terme, ou une capacité on va dire à l'Escabel à faire des projets immobiliers à côté du projet actuel. Probablement une capacité donc peut-être que l'Escabel aura intérêt à continuer à payer, même pas 20 000, mais 30 000 euros de loyer ou 20 000 de loyer et 10 000 euros de CCA. Mais ensuite, elle aura avec cette SIC une capacité d'action pour acheter les 2-3 commerces à proximité qu'elle a besoin pour faire du billard, une épicerie ou un machin. Mais en gros, moi, là où je suis en fait à l'aise, le principe que je pars dans ma réflexion, c'est on calcule la valeur qui est créée, économique, voilà, celle-là. Tu vois, typiquement, celle-là, c'est la marge. Voilà. C'est du compte de résultat pur. Il y a une autre manière de le calculer. Et en fait, on la divise par 3. On la divise un tiers, on va dire, à l'exploitant, en lui faisant des baisses de loyer ou je ne sais pas quoi. Un tiers pour celui qui a permis aussi dans son ingénierie immobilière, donc la foncière, on lui recède cette valeur-là. Et puis un tiers qu'on met dans un commun pour permettre en fait de développer des projets immobiliers plus sains. Et quand ce commun-là en fait, il est confondu avec l'action de Belleville, il n'y a pas une SIC entre les deux, et peut-être qu'on fait 50-50. Et c'est un peu ça en fait le moitié-moitié quoi. Tu vois, c'est des trucs hyper simples sur lesquels on pourrait en fait atterrir. Et par contre, à chaque projet, il y aura sa méthode de calcul et cette réflexion sur voilà, comment diminuer le plus possible les frais financiers notamment, et ensuite se répartir au mieux cette valeur. Juste pour rebondir, tu peux remettre la slide avec le cash flow là en bas. Et c'est pour partager un peu la réflexion, mais ce que disait, j'aime bien l'idée de Jérôme là, de partager les contraintes des exploitants et c'est trop cool. Donc pour ajouter quelques contraintes aussi côté Belleville, en fait aujourd'hui on sait
à quel point des projets, alors on a différents types de projets, mais des projets très collectifs, très citoyens, à quel point ils sont instables, alors instables, ils sont très stables dans leur impact sur la société, etc., ce qui rajoute, qui diminue le risque, mais d'un autre côté, on part sur des collectifs personnels, citoyens, et on a déjà eu, nous, on a parlé plein de fois avec toi, Jérôme, on a eu on a encore, hein, sur certains de nos projets, des cas où des situations personnelles impactent le projet. Ce que refuse tout acteur de l'immobilier de base, hein, tout ce qui est non irrationnel, ça doit sortir. Donc, en fait, nous, on sait qu'il y a des projets qui vont cracher. Et sur 10 projets qui va cracher, sur 10 projets, il y en a peut-être un qui va cracher, deux, j'en sais rien. Donc, il faut qu'on arrive à tenir compte de ça. C'est pour ça que quand on discute avec des collectifs citoyens, nous, on ne demanderait qu'un truc. Ça faciliterait énormément notre quotidien de dire on a besoin de 0% ou 1% du coût de nos fonds propres, pas plus que ça. En réalité, entre ce qu'on les paye, mais d'autre part aussi, il faut prendre en compte ça. Et cette marge-là qui est là, Jérém, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que, et je ne sais pas si vous avez la ligne MOA à 1867, là, MOA, MOE. En réalité, c'est la somme de cette ligne qui paye nos équipes. Nous, Belleville, aujourd'hui, on est entre 11 et 16. On a une masse salariale de 600 000 euros. Donc, il faut imaginer qu'en fait, on a la même masse salariale que la boîte de Seb ou que d'autres boîtes. Et en réalité, on a une masse salariale énorme par rapport au peu de projets, enfin, au nombre de projets, on en a beaucoup, mais en réalité, par rapport au volume financier de nos projets, par rapport à un acteur classique de l'immobilier, juste pour que vous sachiez, un gestionnaire d'actifs chez Foncia ou je ne sais pas qui, il gère 600 biens, Seb, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va être avec un net comptable et éventuellement technique, mais 600 biens à coût de… Donc en fait, c'est énorme. Et cette ligne à 1867, la MOA, elle rémunère notre temps passé. Donc, c'est la somme de toutes ces lignes sur tous nos projets qui payent nos équipes. Donc, en fait, le mieux qu'on puisse espérer, c'est que ça couvre, et c'est ce qu'on fait, hein, on y arrive, mais c'est que ça couvre notre temps passé. Par contre, la ligne d'en bas, elle est censée payer le risque, elle est censée payer la garantie dont parlait Jérém, elle est censée payer aussi le coût des fonds propres, le crash d'un dossier, etc. Et donc, en l'occurrence, ces 1800, 2500 euros ne les couvrent pas non plus. Donc, en fait, c'est ça qui est hyper important à prendre en compte. Et dans l'équation, la rétribution à prix coûtant de part à l'exploitant, elle implique aussi ça. Et je pense que c'est très important, tu vois, l'ICA. Je pense qu'on pourrait… Aujourd'hui, on a une plus-value. Vous amenez énormément de choses. Le petit truc que nous, on amène dans cette… Je pense qu'on amène un peu de confiance avec certains investisseurs ou un peu de savoir-faire ou un peu de trucs comme ça. C'est un peu le truc qu'on peut amener. En fait, ce truc, on pourrait… on ne pourrait pas l'amener si on n'existait pas, si on n'était pas solide, si on n'était pas reconnu, etc. Donc, en fait, c'est cette balance-là. Il n'y a pas vraiment de solution, hein. Mais c'est pour ça que j'aimerais vraiment bien avoir la liste des En tout cas, contraintes une des exploitantes. solutions, c'est faire passer le moins de temps à Belleville de réunion, par exemple, notamment de négociations avec la copropriété sur les nuisances sonores générées par l'escabelle. Parce que ça, en fait, en vrai, si on dit que pour que Belleville soit stable, qu'il faut qu'il se rémunère à 500, 600, 700, 800 euros au jour, ben, ça fait vite monter ce truc-là. Ouais, oui, mais en même temps, tu sais bien, et tu lui défends toi-même souvent l'inverse, hein, c'est que Ouais. c'est le temps qu'on passe au montage pour des acteurs de l'ESS, pour la concertation, pour quoi. Et nous, aujourd'hui, parfois, on voit bien que on peut être en passant du temps, on limite le risque, on fluidifie certains échanges, etc. Et voilà, donc c'est aussi comment ces projets-là arrivent à générer un peu de masse pour pouvoir payer des savoir-faire, que ce soit celui de Belleville ou d'un concertant. C'est pour ça qu'il faut être… Et je pense que c'est une des clés, au final, c'est que l'action qu'on a, en fait, comparé à un acteur immobilier classique qui dit moi, j'ai juste les murs, démerdez-vous en dessous. Les petites choses qu'on peut rajouter peuvent permettre de créer des revenus complémentaires ou de solutionner des problèmes qui auraient coûté de l'argent. Et ça, éventuellement, cet argent, il peut permettre soit de compenser un loyer, de racheter nos parts et libérer. Parce que ce que tu disais, hein, Jérôme, sur des revenus complémentaires que vous voulez mettre sur l'exploitation, il n'y a pas meilleur que l'exploitant pour le faire, mais potentiellement, c'est quelque chose de fascinant. En tout cas, c'est une expertise que nous, on aimerait acquérir. Avec des projets comme la cartoucherie, par exemple, on se dit, tiens, en fait, dans le même espace, on a rajouté telle assoce qui vient. Donc, l'assoce, l'objectif, c'est plutôt qu'elle ne paye rien. Mais peut-être tel autre acteur qui va générer du chiffre, qui gêne personne. Au contraire, ça crée un écosystème, ça ramène encore plus de monde, etc. Et ça, si on y arrive, c'est là où, en fait, si on arrive à créer ça, en fait, qu'en étant propriétaire, à générer plus de revenus en dessous, et à tout faciliter,
Là, c'est le paradis, quoi. Je pense que derrière, en fait, on n'a plus de questions de qui gagne quoi et compagnie. Ok, est-ce qu'il y a sûrement d'autres questions, d'autres interventions? N'hésitez pas à prendre le micro et prendre la parole. Sachant qu'il est 19h05, on a fait 1 heure sur les chiffres. Si vous voulez parler d'autres sujets qui vous concernent sur vos projets aussi, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai une question du coup, Marion Bess. J'ai loupé un peu le début, je suis désolée. Donc, j'ai loupé l'intro, mais et on a eu l'occasion d'échanger avec Jérémy il n'y a pas longtemps. Mais je ne comprends pas encore le frein, parce que j'ai entendu des pour et des contre sur la SIC là, pour la foncière, et du coup, c'est vraiment pas clair dans ma tête. Et comme c'est un sujet d'actualité pour nous, j'aimerais bien que ça devienne clair. Et là, ça n'a pas clarifié. En plus, moi, c'est moi qui vous ai dit, oh là là, là, attention, attention, la SIC, surtout pas en première intention. Bien sûr que tout peut se traiter, tout peut se regarder et compagnie. Mais là, enfin, faut se rendre compte sur l'Escabel où on crée une SIC. Hop, je vous repartage l'écran et avec les chiffres. Là, en gros, petit projet. Donc, le rémunération de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, 28 000 euros. En gros, Belleville sera dedans. Donc, déjà, on ne charge pas le projet, entre guillemets, pour ne pas augmenter trop les loyers et pour qu'on puisse le financer avec un emprunt de 250 000 euros. C'est-à-dire qu'ici, les limites qu'on a en fait de le faire en SIC, on n'a pas pu faire plus de 2500 euros auprès d'une banque. Parce qu'on présente le projet. Pourquoi on arrive à le faire, c'est que derrière, c'est la nef. La nef, ils ont l'habitude de connaître les SIC et qu'à 250 000 euros, la décision, elle est en local. Elle n'est pas au-dessus. Et au-dessus, on ne sait pas comment ça aurait pu réagir. Au-dessus, il fallait mettre le Crédit Coop dans la boucle, il fallait mettre le National et compagnie. Et voir un truc comme ça en SIC, ça ne les aurait peut-être pas rassurés. En plus de ça, on nous a demandé de garantir le prêt. Garantir, et là, il n'y a pas de ligne liée à cette garantie. Donc, un projet, en fait, aujourd'hui, réellement, le fait d'avoir mis une SIC, Belleville n'a aucun droit, en fait, de récupérer le bien, ou tu vois, c'est pas un actif parce qu'on a derrière une SIC. Donc, vraiment, ça crée des contraintes aujourd'hui. C'est un non-sens économique entre guillemets pour Belleville de le faire en SIC. Faire une SIC en société de projet, une foncière de territoire avec une collectivité qui elle amène les garanties d'emprunt, met des fonds propres sur la table, et que nous, avec Belleville ou un autre acteur viennent se faire rémunérer justement son temps passé avec des fonds propres rémunérés à 7, 8, 9% qu'elle injecte dans la SIC parce que ça lui coûte par ailleurs 7%. Ça, c'est très faisable. Mais aujourd'hui, les acteurs bancaires, ils ont beaucoup de mal à lire ce truc-là. C'est pour ça qu'on ne fait pas... Je discutais dernièrement avec le responsable, le directeur d'une union régionale de SCOP et SIC, quand on parlait de faire en sorte que Belleville soit une SIC demain, lui-même, le premier, il disait non, pas du tout une bonne idée, parce qu'aujourd'hui, Rallye-Coop, par exemple, a essayé de lever plusieurs millions d'euros en SIC qui y sont arrivés, mais ils ont galéré massivement. Donc, est-ce qu'il ne faut pas plutôt faire une SAS avec l'intention de muter en SIC demain, ou alors une SAS et une SIC, et puis la SIC, elle est plus discrète et elle rachète petit à petit la SAS, par exemple. C'est des modèles qui permettent, en fait, finalement, qui sont probablement, quand on les présente, si on fait une SAS, donc on se retrouve dans le monde lucratif, le grand capital et compagnie, il va falloir passer 10 années à expliquer aux gens qu'en fait, on ne fait pas ça pour ça. Et en même temps, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'il faut économiser du temps sur aller chercher les acteurs bancaires ou leur faire peur et passer plus de temps à faire nos projets. Sachant que on a eu en fait sur Belleville, sur le montage, on donne un peu les recettes aussi, mais sur les relations qu'on a avec les banques, nous on vient avec le modèle justement là. Moi j'ai l'autre société de Vatou qui est une foncière 40 ans d'existence, et donc en fait je leur dis Belleville c'est un investissement comme un autre.
Alors oui, le sous-jacent est mieux, il y a de l'impact, mais même ratio, pareil, immobilier, il vaut de l'argent et compagnie. Et ils prêtent. Demain, c'est en SIC. Je ne sais pas s'ils prêtent. Et le problème surtout que j'ai, c'est que si je leur pose la question en disant si c'est une SIC, est-ce que ça vous pose un problème? Oui, c'est pas très politiquement correct de dire que la SIC sera un problème. Donc, potentiellement, ils vont dire non, pas de souci. Puis en fait, 2 mois après, quand je présente un dossier. Donc, c'est difficile parce que sur le papier, moi, je trouve ça, voilà, on trouve ça génial et il faut le faire. Je pense qu'au niveau de l'exploitation, ça marche mieux, à mon avis, si tu n'as pas besoin de lever des fonds. Sur la partie foncière, ça peut compliquer. Pareil, chaque demain, c'est assez facile. Alors, tu peux faire des titres participatifs qui changent ça, mais c'est assez facile en SAS, SNC, d'attirer du monde qui vont dire que tu capitalises avec le loyer tous les ans. Donc, à la fin, tu gagneras, même si tu limites la lucrativité à une valeur juste. En SIC, ils repartent avec ce qu'ils sont rentrés. Potentiellement, ça met des freins. On l'a vu, nous, sur un projet aussi qu'on a fait avec Baltis Capital, avec qui j'en ai fait d'autres, qui fait du crowdfunding. Généralement, il lève 300-400 000 euros en 24 heures. Et là, on avait un projet qui était du co-living où ça a ramé pour lever 250 000 euros parce que le rendement était plus bas que d'habitude. Et tous les mecs disaient c'est ouais, le projet est super beau, etc. Mais là, vous m'offrez du 5-6%, alors que d'habitude, vous m'offrez du 10 ou du 9%. Je ne fais pas l'effort. Et c'est pareil, tant qu'on ne l'a pas vu sur le papier, on ne l'a pas testé en vrai, quand vous allez voir les gens en disant je te file que du 5 ou du 6 au lieu de 9, mais c'est un projet qui a du sens. Heureusement, on arrive à lever quand même, mais c'est plus difficile. Dans tout ça, je pense que l'enjeu, il est de créer des précédents, de montrer que ça fonctionne, et ensuite, de montrer que le titre participatif, finalement, c'est une obligation comme les autres, et que ça s'appelle titre participatif, en fait, non, c'est une obligation. Comme Seb qui présente un projet immobilier, ouais, c'est classique, c'est simple. Donc, il faut se rendre compte, faire une SIC sur l'Escabel, c'est être obligé de passer par la nef, 3% de taux d'intérêt au lieu de 2% pour une banque classique. Et ça fait cher. Donc c'est génial parce que la nef, et donc puis c'est partenarial et puis c'est pas pour rien qu'ils sont à 3%. Mais quand on a un projet complexe, il faut pas chercher à le complexifier. Moi, je suis le premier à vouloir pousser tous les curseurs de l'impact, mais en fait, en vrai, la bonne idée, je pense, c'est déjà de le faire, de rendre le projet faisable, et puis après, petit à petit, l'améliorer. La question de la lucrativité étant, ou du modèle juridique étant un des sujets d'amélioration. La SIC, c'est absolument pas une arlésienne. Tant qu'à la fin, la valeur est partagée et qu'on implique un peu toutes les parties prenantes dans le projet. Ça pose un cadre fort. C'est hyper intéressant. Mais bon, voilà. Merci. Encore une fois, même sur d'autres sujets, vous avez... Marion, si je profite, il y a des scopes dans la performance énergétique. Ils se sont regroupés au national pour faire une coopérative de coopératives. Eux, ils ont monté une ESS. Parce qu'en fait, une ESS qui est détenue par tout un tas de scopes ou d'acteurs non lucratifs, c'est pareil. Dans tous les cas, c'est une structure qui reste au service d'eux et donc qui redescend, qui sera non lucrative in fine. En fait. Voilà. Je vois là, il y a Léa qui est d'Escabel. Est-ce que il y a des trucs un peu que tu as perçus ou tu as des remarques un peu dans tout ça ou pas plus que ça? Oui, bonjour. Non, j'ai pas de remarques. C'est intéressant de le voir comme ça. Après, en temps en tout cas Enfin, moi, je parle, oui, je suis à l'Escabel, du coup, membre du CA. C'est intéressant d'avoir ce type de structuration, même si j'ai pas tout compris. Je pense qu'il faudra qu'on en reparle mais c'était intéressant de le voir comme ça, en tout cas. Après, moi, je trouve que c'est intéressant en termes d'engagement aussi et de développement du projet pour les gens qui sont sur le terrain, c'est intéressant. Après, moi, je me dis, voilà, j'ai cette casquette un peu ESS de par mes études et où je bosse, etc. Après, il y a un travail aussi à faire, je pense qu'il peut être intéressant avec vraiment les membres de l'association et de, voilà, comment tu disais tout à l'heure, comment ça peut descendre et être compréhensible. Et ça, c'est le gros sujet. Comment est-ce qu'on arrive à être ouais. compréhensible?
J'ai l'impression Après, qu'on est, déjà, c'est plus compréhensible déjà pour moi. Après, ouais. C'est Je suis un peu plus, je connais un peu plus ce domaine-là de SIG, de scope, etc. Donc, c'est plus simple pour moi, on va dire déjà. Après, c'est là aussi, tu parlais d'association et je pense que sur certains projets, ça peut être l'association qui est à côté. Et les gens dans l'engagement passent par une association. Alors, pareil, sur la cartoucherie, il y a Cosmopolis qui est associatif à côté, mais l'objectif, c'est quand même aussi à un moment de créer la SIC et de voir si la cartoucherie ne transforme pas en SIC. Théoriquement, on a fait les financements, on n'aura pas besoin d'en relever derrière. Mais le côté engagement peut être associatif. Je pense que c'est toujours des sujets, en fait, c'est de la SIC, les sujets, pour moi, c'est engagement, gouvernance, lucrativité. Est-ce que ça ne peut pas être limité, écrit autrement que dans des statuts SIC voilà. Oui, aussi. Après, je me demandais, moi, la question au niveau de l'escabelle, c'est qu'est-ce qu'aussi l'escabelle peut en retirer au niveau peut-être des pouvoirs publics aussi, de ce que ça peut donner aussi comme ouverture ou comme reconnaissance par rapport à ces activités et de ce que ça peut vraiment mener après. Parce que là, c'est trop chouette pour le coup, parce qu'on est un peu projet test, mais du coup, c'est super intéressant de pouvoir participer à ça et de voir ce que ça donne si ça fonctionne, quoi. Ouais, clairement. Pour donner comme image, c'est vrai qu'à Toulouse, pour le coup, j'ai l'impression quand même qu'il y a une bonne dynamique entre l'ESS et les pouvoirs publics. Donc, je pense qu'il y a plein de liens à faire et il y a pas mal d'interconnaissances aussi qui se créent. Donc, c'est Clairement. un bon test, je trouve, c'est intéressant. Après, voilà. C'est vrai qu'au niveau économique, vraiment, là, c'est un peu plus loin de moi. Donc, On va essayer de le faire encore plus compréhensible. Je vois qu'il y a quand même plus grand monde. Je pense qu'on a fait le tour un peu et il y en a qui doivent partir. On a fait le tour du sujet? Moi, j'ai peut-être juste merci. un dernier truc avant de partir, mais parce que je trouve que l'échange qu'on a là, il me paraît assez capital par rapport à quand on regarde l'immobilier comme un vecteur de transformation sociétale. C'est-à-dire comment des lieux peuvent transformer un quartier, transformer une ville, un territoire en tout cas. Donc, moi, j'aurais à cœur de poursuivre les échanges, là, comme je l'ai marqué, mais peut-être faire des ateliers où on est plus... parce que là, vous avez pris la main sur l'aspect financier et le cadre dans lequel on évolue, qui est le cadre d'aujourd'hui, dont moi, je suis convaincu qu'il va beaucoup bouger dans les prochaines années. Donc, ce cadre-là, comme je suis convaincu qu'il va beaucoup bouger de par plein de facteurs, comment est-ce qu'on pourrait construire aussi des ateliers où on vient avec chacun notre vision un peu de comment on voit les choses et comment on essaie de raccrocher, en fait, parce que les contraintes financières que vous avez présentées, c'est hyper important que chacun des acteurs qui a un projet les intègre bien, les comprenne bien. Il y a cet aspect de langage, mais il y a aussi comment cette trajectoire commune, parce on sent qu'on a des valeurs communes, on a envie de transformer les choses. Donc, comment on construit une trajectoire sur la base de ce qu'on comprend du monde dans lequel on vit et de ces éventuelles évolutions qu'on appelle de nos voeux ou qui vont arriver. Enfin, voilà. Qu'on travaille peut-être plus longuement que... Mais déjà, c'était super. Hein. Un grand merci de ce partage-là. Mais moi, en tout cas, je serais bien motivé pour contribuer à des ateliers de ce type-là, un peu plus longs, peut-être en présentiel. Ouais, voilà, ça peut être plus... Peut-être là-dessus, Jérôme, je pense ce qu'on va voir, hein, mais j'allais justement poser la question de la suite, quoi. Et du coup, nous, on a un atelier prévu avec l'équipe Base Commune, Village Vivant, Bien Commun, etc. sur ce sujet. Je pense que c'est un atelier qui peut être ouvert. Nous, on a un rendez-vous ensemble prévu pour poser là-dessus. Donc, c'est bien ça le sujet. C'est pour ça qu'on s'est dit cool que tu sois là. Moi, je pense qu'on n'aura jamais tout le monde à tous les ateliers. Donc, que celles et ceux qui participent à des ateliers de leur côté remontent des idées à ceux qui veulent, on met en commun. Et je pense que c'est déjà une bonne manière. Nous, on peut partager avec les gens qui sont là et d'autres ce qu'on fait avec toi, ce qu'on fait avec Basse Commune, ce qu'on fait avec Village Vivant, etc. Et si vous en faites d'autres de votre côté, on met en commun. Je pense qu'de toute façon, on mettra ce qu'on a partagé là ou le reste, on continuera à le faire évoluer. Il y aura peut-être plusieurs méthodes de calcul, plusieurs idées. Et voilà. Et potentiellement, on va en tester qui marcheront plus ou moins. Et on en refera d'autres. Et voilà. Mais c'est que le début, quoi. Il faut faire des ateliers derrière. Cool.
Allez, génial. Eh bien, merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir été là. Bravo, Jérém et Seb. C'est cool. Et à bientôt. Belle presse. Merci à vous. À tous. Merci, Salut. au revoir. Ciao, merci d'être venu. Ciao, ciao. Au revoir.